Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Octopia avec la participation de Malte. On est très content, Nicolas et moi, de vous avoir aujourd'hui pour pouvoir discuter des enjeux et des challenges de la marketplace. On remercie donc toute l'équipe de Malte d'avoir pu organiser ce webinaire avec vous et on espère que vous serez nombreux du coup à pouvoir participer. En process, si ça vous va, donc on a une présentation sur laquelle on va essayer d'être le plus interactif, Nicolas et moi, à vous présenter sur les grands enjeux de la marketplace. Une série de slides qui seront diffusés, qui seront projetés. Si ça vous va, donc du coup en process, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat et les questions seront ensuite relayées à Nicolas et moi à la fin et on pourra y répondre. Voilà. Il n'y aura pas possibilité de répondre aux questions directement. Si ça vous va, on va plutôt faire ça à la fin. Et en attendant que tout le monde puisse se connecter et que les PowerPoint puissent être projetés, je vais laisser Nicolas se présenter, puis après je me présenterai rapidement. Et bonjour à tous, donc Nicolas Degrotte, je travaille au Business Consulting chez Octopia. Le Business Consulting chez Octopia, c'est quoi? C'est d'accompagner les prospects et les clients d'Octopia sur tous les enjeux business qu'ils peuvent avoir. On a des équipes qui sont plus orientées sur la technique. Nous, à l'inverse, on s'occupe vraiment sur la partie business, sur toutes les transformations et toutes les questions de métier et process que peuvent avoir nos clients sur leur changement de business model dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Et donc moi, Maxime Tassin, j'étais l'ancien directeur de la stratégie de Cdiscount pendant 2 ans et j'ai basculé chez Octopia il y a 1 an et demi maintenant, un peu plus. Et donc, je chapeaute avec Nicolas la partie business consulting, mais également la partie customer success notamment. La partie customer success qui arrive juste avant le go live de la marketplace et dont le job est en fait d'accompagner les clients pendant toute l'activité de la marketplace pour s'assurer que le produit Octopia qui a été vendu à nos clients est aussi performant en termes d'outils que ce qui avait été promis dans l'avant-vente, mais également la performance, on va dire, business au-delà des outils est au rendez-vous. Parce que vous le verrez sur quelques slides, on présentera Octopia. Octopia n'est pas qu'une solution technologique, c'est avant tout une solution business qui permet d'accélérer les projets marketplace des clients qui partent avec nous dans cette aventure de la marketplace. Donc, je pense qu'on peut commencer. On me fait signe en me disant qu'il y a suffisamment de connexion. Donc, en introduction, l'idée, c'était de vous partager avec vous certains chiffres que vous avez déjà sûrement en tête. C'est de se rendre compte au regard et grâce aux principaux KPI qui sont remontés par Gartner et par la FEVAD, que vous devez connaître, c'est qu'en fait, la marketplace devient, d'un point de vue e-commerce, en fait, une modalité du e-commerce qui s'impose véritablement comme le modèle gagnant du e-commerce aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, dans le reste du monde. Selon les perspectives Gartner, 75% des ventes en ligne se feront sur une marketplace à horizon 2025. On estime qu'aujourd'hui, on est plutôt aux alentours entre 65 et 70%, pardon, mais que d'ici 2025, voilà, c'est en fonction des pays et des continents évidemment, mais que globalement, au niveau mondial, on devrait atteindre de 75%, qui est assez massif. Et on se rend compte également que le corollaire de ça, c'est qu'en termes de croissance de la marketplace et dans le e-commerce, la marketplace croît 2 fois plus rapidement que le e-commerce. Donc, on se rend compte que, et vous devez le savoir, j'imagine, de côté Malte également, que la marketplace est véritablement le modèle gagnant, le modèle qui s'est imposé dans les 15 dernières années et qui a encore de beaux jours devant lui en termes de e-commerce. Un point qui est important et qu'on va aborder ensemble tout au long de ce webinaire, le premier, ça va être de vous présenter et d'interagir ensuite avec vous après sur quels sont les grands enjeux de la marketplace, quels sont les grands challenges de la marketplace, mais également de voir comment nous, on peut bosser ensemble, les équipes d'Octopia et les équipes de Malte. Donc, on le verra dans une troisième partie, les sujets sur lesquels nous, on a identifié avec Nicolas et toutes les équipes d'Octopia, des points sur lesquels on aurait besoin de vous sur certains projets et des points sur lesquels vous auriez peut-être besoin de nous également pour driver un sujet marketplace. Alors, si on peut représenter exactement la présentation, c'est parfait. Et du coup, donc, dans cette première partie, dans l'ordre du jour qu'on vous propose, l'idée, et je laisserai la parole à Nicolas et je rebondirai avec lui, c'est de vous présenter donc, les grands enjeux de la marketplace, comment fonctionne une marketplace, quels sont les grands challenges, et ensuite de voir comment nous, on pense qu'on peut bosser ensemble pour satisfaire au maximum les clients communs qu'on aura côté Malte et côté Octopia. Merci Maxime pour l'intro. Effectivement, la marketplace est une des modalités du e-commerce, un des business models en fait, du e-commerce et de la vente en ligne. Ce qui nous a paru intéressant aujourd'hui, pour être sûr qu'on parlait bien tous la même langue, c'était de repartir vraiment de la base, de la définition vraiment de ces business models-là, avec trois grosses modalités qui se dégagent.
effectivement, donc le e-commerce plutôt traditionnel, le premier, entre guillemets, qui est sorti de terre il y a quelques années maintenant. Le dropshipping, qui est un petit peu différent du e-commerce, alors pas tant pour le client final, mais avec des modalités qui peuvent être un petit peu différentes. Et la marketplace, qui est lui le plus récent des trois, et qui est évidemment le sujet aujourd'hui, mais c'était intéressant de le mettre en perspective avec les deux autres business models. Une image vaut 1000 mots. Le plus simple, c'est de prendre quelques logos pour bien comprendre qu'est-ce que du e-commerce, qu'est-ce que c'est que de la marketplace. On va passer assez rapidement là-dessus. On pourrait faire un webinaire entier sur la comparaison entre ces trois business models. Le but, c'est vraiment juste d'être bien clair sur ce que c'est qu'une marketplace. Le e-commerce classique, c'est ni plus ni moins que le magasin en ligne. C'est de l'achat et de la revente. Un distributeur ou une marque, peu importe, mais quelqu'un en tout cas qui achète des produits et qui les revend en ligne. C'est exactement comme un magasin, c'est à lui de s'occuper de son stock, de s'occuper de ses fournisseurs, de l'expédition, c'est lui qui porte le risque, etc. Un magasin classique en ligne, quoi. Exactement. Le vieux modèle qui est juste avec un site internet, en gros. Exactement. Et ça, comme image, on peut avoir un Ikea, typiquement, où effectivement, le site internet d'Ikea va être le reflet, le miroir du magasin. Après, avec des connexions qui peuvent exister, évidemment, avec le click and collect, etc. Mais en tout cas, sur la partie e-commerce, c'est vraiment le magasin en ligne, le magasin traditionnel. Le dropshipping est un petit peu différent. À la différence du magasin, pour le consommateur final, pour le coup, ça ne va pas changer grand-chose. Lui, il va faire ses courses, entre guillemets, ou faire ses achats sur le site. En revanche, sur le modèle opératoire, ça va un petit peu changer, où en fait, le produit n'est pas dans le magasin. Le produit est encore chez le fournisseur au moment où le consommateur final vraiment achète. Et il y a une transaction qui est faite entre le magasin et le fournisseur au même moment ou juste après qu'il y a une transaction qui est faite entre le consommateur final et le magasin. Et donc, ça a des avantages pour le site et pour le fournisseur. Ça peut avoir des différents avantages, avec notamment une partie stock et logistique qui est extrêmement différente. Mais d'un point de vue client, il n'y a pas forcément de différence. On ne le voit pas forcément, en tout cas, quand on fait ses achats. La marketplace, pour le coup, est assez différente, où on est là vraiment sur de la mise en relation. Quand on parle de marketplace, c'est bien une place de marché, c'est bien un site, par exemple Cdiscount, Amazon, la Fnac sur une certaine partie, sur lesquels on a un client qui se connecte sur la place de marché, mais qui, in fine, va faire sa transaction avec un vendeur indépendant qui est présenté sur la place de marché, mais le contrat de vente est vraiment fait entre le vendeur et le consommateur final. Ce qui, du coup, a des implications, qui est déjà la liberté, entre guillemets, qu'ont les vendeurs sur ces places de marché. Ce sont eux qui fixent leur prix, ce sont eux qui choisissent quel produit ils proposent. Après, la marketplace peut évidemment modérer et choisir ou non des produits, mais ce sont les vendeurs qui sont à l'initiative de toutes ces choses-là, donc du prix, du produit, et surtout, ce sont eux qui ont la responsabilité de la logistique et de la prévente. Là où, dans le e-commerce, on traite avec Ikea pour avoir du SAV ou de la logistique. Donc, c'est vraiment deux gros modèles différents avec deux subtilités dans le e-commerce et le dropshipping. Exactement. Et il y a un point qui est intéressant à noter, c'est que dans les modèles marketplace, je pense à Cdiscount, mais Amazon également et la Fnac, il peut y avoir des modèles qui proposent à la fois sur leur marketplace des produits de vendeurs, ce qu'on appelle des produits 3P, mais également des produits en propre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du e-commerce classique. D'ailleurs, on voit beaucoup de e-commerçants qui basculent dans la marketplace et qui gardent un certain nombre de références qu'ils peuvent vendre en propre. Donc, il y a un modèle hybride également qui est possible entre les deux. Effectivement. Et c'est ce qu'on appelle ça, c'est le 1P et le 3P. Le 1P, c'est le first party. Donc, c'est ce qui est e-commerce ou dropshipping. Donc, c'est l'offre en propre de la marketplace. Et le 3P, l'offre proposée par des vendeurs. Et là où, justement, c'est un petit peu l'objet du webinaire et de rentrer dans les enjeux et de la complexité de la marketplace, c'est qu'il y a effectivement cette dualité de Amazon ou de la Fnac ou n'importe, qui a à la fois des produits en propre et des produits en marketplace. Il y a un peu la même dualité qui peut avoir lieu chez les vendeurs. On peut avoir des vendeurs qui sont aussi fournisseurs sur une partie, donc fournisseurs de l'offre en propre, et en même temps vendeurs sur la marketplace, que ce soit sur la même marketplace ou être vendeur chez l'un et fournisseur chez l'autre, avec toute une complexité qui peut être créée et qui, in fine, rend le modèle assez complexe. Et c'est le but justement de Exactement. Et l'enjeu, et après on passe au slide suivant, est important d'avoir, c'est que pour le consommateur final, lui, peu importe en fait, quand il achète son produit, il ne sait pas toujours qu'il achète un produit en 1P, qu'il achète un produit en marketplace. Lui, ce qu'il veut, c'est juste avoir un produit. Encore une fois, on parle de modalité. Dropshipping, c'est une modalité. Le e-commerce classique, c'est une modalité. La marketplace, c'est une modalité pour avoir plus d'offres et plus de produits. Mais derrière, le consommateur final, lui, ce qu'il veut, c'est une expérience parfaite, sans couture, une smooth expérience.
Et la marketplace, qui est un modèle plus complexe qu'il n'y paraît, un modèle qui engage plus de challenges, on va voir que du coup, le grand enjeu de la marketplace, c'est de pouvoir offrir une même qualité de service que si les produits étaient dans l'entrepôt et étaient à la main du site e-commerce de bout en bout. Donc, le grand enjeu de la marketplace, c'est une marketplace qui réussit, c'est une marketplace qui se fait oublier pour le consommateur final. Et pour lequel le consommateur final achète en se disant, en fait, j'ai acheté un produit, je ne sais pas qui c'était le produit d'un vendeur, j'ai eu l'impression que c'était la Fnac ou c'est Discount qui me livrait. Et pour lui, voilà, ça doit être totalement indolent. Juste pour être bien clair, un zoom, alors là on est vraiment sur les modalités, mais un petit peu sur les flux en fait, qui existent sur une marketplace. C'est des flux qui sont assez différents, avec justement cette connexion qu'a le vendeur avec le client via l'intermédiaire de la marketplace. Que ce soit en partant de la gauche sur les produits, les offres, les messages, les commandes ou les flux financiers, en fait, le vendeur doit recevoir toutes ces informations-là à la maille vraiment commande, en fait, sur chacune des interactions avec des clients, voire même les messages peuvent même être avant la commande. Là où un fournisseur, pour le coup, son seul et unique point de contact, c'est le site, le revendeur, le distributeur qui est sur le site. Donc, avec une complexité de flux qui est beaucoup plus importante et ce qui explique en parallèle pourquoi est-ce que les sites qui ont besoin, enfin qui partent sur une marketplace ont besoin d'un système d'information qui est différent, avec tout l'objet du coup justement d'Octopia et des autres solutions d'apporter les outils en fait à la fois au vendeur, à la fois à l'opérateur, voire même jusqu'au client, d'avoir les bons outils pour traiter de ces flux qui ne sont pas les mêmes que les flux en 1P, en e-commerce classique ou en dropshipping. Exactement. Et les deux principaux points à retenir, je pense, dans ce schéma, la différence entre un site e-commerce classique et la marketplace, c'est la flèche qui part du vendeur au client. Quand c'est un site e-commerce, elle partirait plutôt de marketplace qui sera en fait un site e-commerce. Donc, ce n'est pas le vendeur qui s'occupe de l'expédition, c'est vraiment le site e-commerce qui s'occupe de cette expédition. Principal point. Et un point très important à avoir en tête, on y reviendra, c'est la différence entre des produits et des offres. Le principe même de la marketplace, c'est que plusieurs vendeurs vont déposer des offres sur un même produit. Je répète, plusieurs vendeurs vont déposer des offres différentes sur un même produit. Et une offre, c'est quoi? C'est différent d'un produit. Une offre, ça va être un prix, ça va être un stock, un nombre de stocks, et ça va être une modalité de livraison. Un vendeur peut livrer son produit en express, alors qu'un autre vendeur va le livrer en standard. Un vendeur peut proposer un prix sur un produit qu'un autre vendeur a proposé à un autre pricing. Et pareil sur un stock. Un vendeur va avoir 10 unités de stock, alors qu'un vendeur va en avoir des centaines. Donc en fait, ces trois composantes de l'offre vont être différentes d'un vendeur à l'autre. Et c'est cette offre-là qui va être posée sur un produit dans le monde de la marketplace, ce qui n'est pas le cas dans le e-commerce classique. On l'a dit, il y a beaucoup de complexité dans la marketplace. En revanche, il y a énormément d'avantages, et notamment nous, ce qu'on met derrière le cercle vertueux ou le business vertueux de la marketplace est assez simple, c'est que grâce à la marketplace et effectivement cette internalisation de la compétition entre les différents vendeurs qui viennent placer plusieurs offres sur le même produit, l'avantage, c'est que le fait de recruter des vendeurs mécaniquement, quasi mécaniquement, ça va augmenter le nombre de produits. Donc, ça permet d'avoir le fameux one-stop shop ou la long tail, donc le catalogue infini, qui a fait entre autres le succès d'Amazon, par exemple. Le fait d'avoir énormément de produits, ce qui est hyper intéressant pour le consommateur final. On parle de convenience notamment sur certains aspects, qui est le fait de pouvoir faire tous ces achats au même endroit, sur le même site, ou même si on est sur des sites spécialisés, de pouvoir proposer le canapé dans toutes les variantes et toutes les variations inimaginables et toutes sortes de canapés imaginables si par exemple on est sur l'univers de la maison. Donc on a plus de vendeurs, ce qui nous amène plus de produits, et parce qu'on a plus de produits, on répond à plus de besoins, plus de questions de la part des clients, et donc ça permet d'augmenter à la fois la satisfaction, parce qu'il n'y a rien de pire que passer du temps sur un site, chercher le produit, en final ne pas le trouver et se rendre compte que la demi-heure qu'on a passée à éplucher le catalogue du site était une demi-heure perdue, parce qu'en fait, on aurait mieux fait d'aller chez le concurrent pour avoir qui, lui, a les produits, donc de la satisfaction client et des ventes, tout simplement, en plus, que ce soit parce que effectivement, ce sont des produits qu'avant on ne vendait pas, donc des besoins qu'on ne couvrait pas, ou le fait de panier, de rajout de produits au panier. J'achète un téléphone, il se trouve qu'on vend aussi des coques, j'achète le téléphone et la coque au même endroit, c'est beaucoup plus pratique, et donc ça génère donc plus de ventes, plus de clients, ce qui rend du coup la marketplace plus attractive et donc plus simple de recruter des vendeurs, parce que recruter des vendeurs est un vrai sujet, on y vient juste après, mais ce qu'on voit, c'est que les vendeurs sont extrêmement sélectifs en termes de marketplace. En moyenne, on a entre 2,5 et 2,7 marketplaces par vendeur sur les top vendeurs en France. Donc, ça veut dire que concrètement, quand on est une marketplace, recruter des vendeurs n'est
pas simple. Donc, il faut avoir des arguments. Un argument, c'est les ventes. Ce n'est pas le seul, mais un des arguments massus, c'est les ventes que l'on va faire. Donc, on a vraiment ce cercle vertueux. J'ai plus de vendeurs, donc plus de produits, donc plus de ventes. Et parce que j'ai plus de ventes, j'arrive à recruter plus de vendeurs et on est reparti pour un tour. Exactement. Donc, c'est ça. L'enjeu, c'est comment un site e-commerce ou une marketplace qui veut se lancer peut amorcer cette pompe et ce cercle vertueux. Et on voit que c'est vraiment le sourcing des vendeurs, l'identification des top vendeurs pour pouvoir enclencher ce cercle vertueux. Il y a juste un point intéressant que je vais notifier, c'est dans la partie plus de produits. Quand on dit que plus de produits permet de meilleurs prix et plus de choix, on le voit que notamment plusieurs offres sur un même produit permet en fait d'internaliser la concurrence. Ce qu'on voit souvent, c'est que du coup, il y a plusieurs vendeurs qui se bataillent sur un même produit, du coup, ça tire les produits vers le bas. Et c'est la propre de la marketplace. Plus on a de vendeurs qui se bataillent sur les mêmes prix, forcément, les vendeurs vont vouloir gagner et remporter en fait l'achat du consommateur final. Donc, du coup, ça va mécaniquement tirer les prix vers le bas. Et du coup, ça va générer un taux d'achat qui va être supérieur de la part des clients finaux. Et donc, du coup, ça va vraiment contribuer au cercle vertueux de cette marketplace. On le voit également, le côté plus de produits va généralement pouvoir permettre de générer plus de trafic. L'impact SEO de la marketplace est assez puissant. On pourra y revenir. Il y a notamment un use case assez intéressant avec Leroy Merlin qui a montré, notamment ce qui est public sur le web, vous pouvez le trouver, qui montre en fait que l'augmentation du nombre de fiches produits liées à la marketplace de Leroy Merlin a fait augmenter par 2 le trafic SEO de sa marketplace. Donc, il y a un lien direct entre marketplace, trafic et client. Hop. Donc là, on vient de voir un petit peu comment ça tenait avec ce côté cercle vertueux. Et au final, ce qui est intéressant de voir, justement, c'est quels sont les avantages de chacun derrière le modèle de marketplace. Pour le vendeur, déjà, tout d'abord, on a dit que le point de départ était le vendeur. Et effectivement, pourquoi est-ce qu'un vendeur est intéressé pour vendre sur une marketplace? C'est assez varié et assez compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a autant de réalités que de vendeurs différents. Mais globalement, ce qui séduit les vendeurs dans le modèle de marketplace, c'est le fait de pouvoir, en fait, avoir accès à des clients qui sont qualifiés, qui sont intéressés pour le produit, là où la myriade de vendeurs n'a pas forcément les moyens d'avoir un site aussi performant qu'une grosse place de marché, de générer du trafic. Et comme disait Maxime avec le SEO, après il y a tous les autres leviers d'acquisition, mais les marketplaces ont l'avantage de générer le trafic et de concentrer le trafic sur certains endroits. Et donc les vendeurs ont plus avantage à se connecter sur cette place de marché et vendre leurs produits ici, plutôt que de se batailler entre eux et contre des grosses plateformes, d'essayer d'attirer chez eux le chaland sur leur propre site. Et ça, c'est le principal avantage pour les vendeurs des marketplaces, c'est avoir du trafic. Et donc, après, s'ils ont les bons produits, et ce qui est leur boulot, s'ils ont les bons produits, les bonnes offres, des ventes. Ce qui est également intéressant pour les vendeurs sur les marketplaces, c'est la facilité, une fois passé les problèmes techniques, entre guillemets, mais c'est la facilité pour un vendeur d'aller ouvrir un nouveau marché. Que ce soit un nouveau marché parce que c'est une nouvelle enseigne, on est présent sur une place de marché, puis sur une autre place de marché, mais aussi sur le côté international. Il y a beaucoup plus facilement d'échanges des vendeurs français, par exemple, qui sont présents sur des marketplaces européennes. Déjà, au sein de l'Europe, ça fait déjà un beau terrain de jeu et qui est plus simple, mais également sur des marketplaces qui sont à l'étranger ou également des vendeurs étrangers qui peuvent vendre relativement facilement dans l'Union européenne ou en France grâce aux places de marché. L'autre avantage pour les vendeurs, c'est vraiment la désintermédiation, de pouvoir avoir du circuit court et des délais très réduits sur les plateformes et sur le marché. Par exemple, sur ce qui est des overboards, qui était d'un seul coup une tendance qui est sortie un petit peu quasiment de nulle part, elle a été entre autres permise par les marketplaces parce que les vendeurs étaient réactifs pour produire ou pour avoir ces produits-là. Et par rapport à des schémas classiques de grande distribution, par exemple, où on a des délais de référencement qui sont extrêmement longs, des délais de négociation qui sont très longs, de la production qui doit être prévue en avance pour livrer d'un seul coup tous les magasins avant de pouvoir vraiment ouvrir la commercialisation aux consommateurs finaux. Là, l'avantage, c'est que dès qu'il y avait un produit disponible, le vendeur le met sur la plateforme et il peut être vendu directement. Donc, ça permet de simplifier, et notamment avec les contraintes logistiques qu'on peut avoir en ce moment. Et enfin, le dernier point pour le vendeur, c'est vraiment l'avantage pour lui, c'est de pouvoir se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire avoir les bons produits, créer les produits, s'il s'agit d'une marque par exemple, ou en tout cas d'avoir les bons produits au bon prix avec la bonne offre et de s'occuper de l'expédition, etc. Mais de ne pas s'occuper de la partie génération de trafic, acquisition de trafic, qui peut être extrêmement consommateur de capitaux et de temps. Et qui est un métier en tant que tel. Et qui est un métier en tant que tel. Et un autre point qu'on n'a pas mis là, mais l'intérêt des vendeurs, c'est que c'est quand même un modèle à la performance. C'est-à-dire qu'ils payent certes un abonnement à Amazon, à Cdiscount, à la Fnac, par exemple. C'est un abonnement qui est quand même assez acceptable, qui est rentabilisé en quelques ventes généralement.
Et ensuite, en fait, il ne paye que quand il vend. Donc, c'est quand même très souple. Ça permet une flexibilité qui est très forte et qui est non engageante sur le long terme. Donc, ça, c'est un point important pour le vendeur aussi. Oui, tout à fait. Pour l'opérateur, maintenant, alors c'est peut-être là où on en a déjà le plus parlé, mais l'avantage pour lui, c'est d'avoir donc l'offre de produits et d'offres, du coup, donc le choix qui est enrichi avec donc plus de produits, potentiellement plus de prix. Alors, des prix qui peuvent être moins chers, mais aussi, comme on disait tout à l'heure, plus de prix. C'est-à-dire que ça peut être moins cher, mais plus long, plus cher, mais plus rapide. Et donc, de pouvoir avoir ce choix-là sur sa plateforme, plutôt que d'avoir uniquement un produit et à la limite quelques modulations sur les frais de port ou en fonction du mode de livraison, mais ça permet en tout cas d'avoir beaucoup plus de choix et une internalisation de la concurrence des différents vendeurs. L'autre avantage majeur pour les marketplaces, c'est tout ce qui touche de la responsabilité et des stocks. L'opérateur de marketplace, ce n'est pas lui qui conclut le contrat directement avec le vendeur, avec le consommateur final, pardon. Et donc, en termes de responsabilité, en termes de SAV par exemple, de stock, de trésorerie, c'est extrêmement avantageux pour eux parce qu'ils n'ont pas à s'occuper de tout ça, et notamment avec le stock qui est sans doute le point le plus important, l'immobilisation de trésorerie et les déperditions de stock qui peuvent être importantes, n'existe pas, entre guillemets, sur un opérateur de marketplace. Il n'y a pas de problème d'invendu. Qui végètent dans un entrepôt et qui n'ont pas été vendus pendant des mois et des mois. Il n'y a pas de problème d'invendu, il n'y a pas de problème de place. C'est vraiment un avantage fort pour eux. Et enfin, le dernier point, alors on ne va pas énormément l'aborder aujourd'hui, parce que ça commence à s'éloigner un petit peu du cœur du sujet, mais autre point pour les opérateurs de marketplace, il y a énormément de solutions de monétisation qui peuvent exister. L'opérateur de marketplace va prendre une commission sur les ventes, ça c'est clair et c'est le cas quasiment sur toutes les marketplaces. Il y a d'autres revenus que peuvent tirer les opérateurs de marketplace sur des modèles qui peuvent être gagnant-gagnant avec les vendeurs. On parle là de retail média et de toute la monétisation qui peut être faite auprès des vendeurs. Ce sont les vendeurs qui sont prêts à investir sur les produits sur lesquels notamment ils ont beaucoup de ventes ou beaucoup de marge, dans des produits sponsorisés, à investir sur le fait d'avoir une meilleure visibilité sur certains produits, sur certaines périodes, pour faire du déstockage par exemple. Et tout ça, ce sont des revenus en plus pour l'opérateur, qui sont en plus un peu décorrélés des ventes. Et typiquement, très concrètement, des vendeurs vont dire moi j'achète tel mot-clé pour que mon produit que je vends et l'offre que j'ai mise sur ce produit remonte très haut dans les résultats du moteur de recherche fait par un client final. Et du coup, ça garantit une plus forte probabilité pour ce vendeur-là que ce produit soit vendu. Ça, c'est quelque chose qui explose. Chez Amazon notamment, chez Cdiscount également, vous voyez souvent produits sponsorisés. Ça veut dire que le vendeur a payé pour remonter très haut dans le résultat des recherches réalisées par le consommateur final. Exactement comme du SEA, mais sur une marketplace. Sur une plateforme. Exactement. Enfin, pour le consommateur, les avantages, on a déjà parlé, mais c'est plus de choix, que ce soit en termes de produits, en termes de prix, plus de choix disponibles et surtout une réactivité plus forte du catalogue avec en plus une disponibilité qui peut être plus élevée sur la marketplace dans des contextes de pénurie, de problèmes de chaîne logistique, etc. On se rend compte que les marketplaces sont aussi plus résilientes et donc il y a plus de produits qui peuvent être disponibles sur des marketplaces que dans des schémas très classiques où il y a une partie des produits qui sont bloqués dans un stock, etc. On est moins dépendant et moins lié à quelques fournisseurs en fait. On diversifie le risque. C'est l'une des grandes forces pour le consommateur. Il y a moins de pénurie là-dessus. Tous ces avantages, alors on va passer rapidement là-dessus parce que c'est ce qu'on a déjà un petit peu dit en introduction, mais tous ces avantages expliquent pourquoi on observe vraiment dans les chiffres la croissance très forte de la marketplace. On disait effectivement, là, sur les estimations de 2021, on a plus de 60% des ventes en France en B2C, ventes dans le monde, pardon, en B2C qui sont faites sur des marketplaces. Alors ensuite, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne s'agit que de ventes qui sont faites sur le modèle de marketplace, donc avec des vendeurs indépendants, mais en tout cas sur des marketplaces, toutes les ventes par exemple d'Amazon sont considérées dans ce pourcentage-là. Et donc, on voit qu'il y a plus de ventes, c'est porteur, et on voit également que dans les prévisions, on a une étude de McKinsey là-dessus, qui dit que la plupart, en gros 80% du top 500 des distributeurs qui comptent lancer une marketplace d'ici 5 ans pour les différents avantages qu'on a vus et pour l'attraction qu'il peut avoir sur le marché. Donc, qui s'explique aussi qui s'illustre aussi plutôt par la croissance qui est plus forte des marketplaces que du e-commerce traditionnel. Et notamment, c'était le cas sur toutes les années 2019, 20, 21, avec des croissances très fortes de e-commerce. C'était le cas aussi sur l'offre en propre, mais c'était encore plus le cas sur les marketplaces. Exactement. Donc là l'idée, c'était de vous montrer globalement pourquoi le modèle marketplace était le modèle gagnant. On en a parlé, le cercle vertueux, ce que la marketplace pouvait offrir aux consommateurs, davantage aux vendeurs et l'opérateur de marketplace. On voit que les chiffres montrent et expliquent, en fait, rationalisent, concrétisent ce qu'on a dit, la raison théorique qui fait que la marketplace est le modèle
e-commerce qui performent. Là, maintenant, l'idée, c'est qu'on puisse vous montrer également sur les slides, si vous pouvez les projeter, du coup, que malgré ce succès assez affolant et assez incroyable de la marketplace, en fait, la marketplace, c'est pas non plus toujours une garantie de succès. C'est un peu le buzzword, comme l'étaient d'autres buzzwords dans les années 2000, par exemple, pour les plus jeunes d'entre nous, comme la startup. C'est pas parce qu'on lance une marketplace qu'on a forcément gagné. Il y a beaucoup de challenges et beaucoup de défis qui se présentent à un opérateur ou un acteur qui veut se lancer dans l'aventure de la marketplace. Voilà. C'est le modèle gagnant, mais on n'est pas toujours sûr d'y arriver. Exactement. On a illustré quelques-uns. Alors, on a listé ici pour nous les principaux enjeux de la marketplace. On fera un zoom ensuite sur les 3 premiers. Mais effectivement, la marketplace, ce n'est pas tout rose. Il y a eu beaucoup d'approches de marketplace qui ont été rentrées avec un prisme énormément technologique. Alors, la technologie est effectivement nécessaire sur la marketplace, on l'a vu avec les différents flux tout à l'heure, mais n'est pas suffisante. On ne peut pas avoir uniquement la technologie, et donc il y a d'autres enjeux qui sont beaucoup plus business qui se posent, avec le premier qui est vraiment sur le recrutement et l'animation des vendeurs. Déjà, le recrutement est un sujet, mais l'animation aussi est un sujet. C'est vraiment concrètement, quand je suis un opérateur de marketplace, comment est-ce que je tire mon épingle du jeu dans la concurrence qu'il y a entre les plateformes vis-à-vis des vendeurs, et puis comment est-ce que j'intègre et j'anime mes vendeurs dans ma stratégie d'offre, dans toute la vie en fait de ma marketplace. Ça, c'est le premier point qui, je pense, est le plus critique pour les marketplaces, mais ce n'est pas le seul. Il y a la partie aussi de l'expérience client en ligne. On l'a dit tout à l'heure, sur les 3 business models qui existent, la marketplace est, elle, pour le coup, assez différente, peut poser des sujets sur la partie expérience client. On disait une bonne marketplace, c'est une marketplace qui ne se voit pas. Il y a du travail pour effacer la marketplace, entre guillemets, et donc une refonte un petit peu de l'expérience client qui doit être menée par les distributeurs qui ouvrent une marketplace. Et enfin, le troisième point qui nous semble le plus important, c'est la qualité de service. Pareil, une marketplace, c'est celle qui ne se voit pas jusqu'au bout. C'est déjà bien de ne pas la voir au moment où on achète, mais il faut réussir à avoir, non pas à la cacher, mais réussir à avoir un niveau de qualité de service qui est équivalent en marketplace qu'en 1P, que derrière, quand on achète sur une marketplace, on achète chez une enseigne, et si on a une mauvaise qualité de service, c'est l'enseigne qui trinque. Alors certes, le vendeur aussi, peut-être qu'on pourra se rappeler que tel ou tel vendeur n'a pas réussi à nous proposer une bonne expérience. Ce qu'on va surtout se rappeler, c'est que c'est l'enseigne qui n'a pas réussi à satisfaire nos besoins et nos envies d'achat en ligne. Et donc, on va faire un zoom sur ces 3 points-là, et peut-être brièvement sur les 3 points juste en dessous. Il y a un point sur la compétitivité prix des offres qu'on a sur une marketplace. Tout à l'heure, on l'a vu un petit peu simplifié en disant on a plus de vendeurs, donc on va avoir plus d'offres et plus de compétitivité. Ce n'est pas forcément le cas. Il y a quand même un petit peu de travail à avoir derrière pour avoir des prix qui sont compétitifs, et notamment pour éviter qu'il y ait des ratés sur le positionnement prix de certaines offres sur sa marketplace. Comme le vendeur est libre du prix, ça peut notamment poser la question de savoir, oui, mais si j'ai qu'un vendeur sur un produit et que d'un seul coup, un bon matin, il a décidé de faire x10 sur son prix, moi, je vais devoir afficher x10 sur mon site, et ça peut être extrêmement déceptif pour le client et vraiment compliqué. C'est une gestion qui peut être compliquée pour l'opérateur, avec un risque quelque part qui est porté. Un point, donc on a dit, la technologie, il ne faut pas se leurrer, c'est important sur la marketplace, c'est important d'avoir un outil qui est robuste, scalable, parce que la marketplace, comme tous les commerces en ligne, c'est un enjeu de volume quand même derrière, après tout. Il y a quand même des coûts fixes qui existent, et donc on a besoin de pouvoir scaler les opérations pour atteindre la rentabilité. Un dernier point, pareil qu'on ne va pas aborder plus en détail aujourd'hui, mais sur lequel il y a énormément à dire, qui est sur le fait que les anciens distributeurs, nouveaux opérateurs de marketplace doivent apprendre à opérer leur site. Ce n'est pas les mêmes KPI qu'il faut regarder, ce n'est pas forcément les mêmes actions qu'il faut opérer, ce n'est pas forcément la même façon de faire sur l'acquisition de clients. La rentabilité n'est pas forcément issue des mêmes sources de revenus. Le e-commerce classique, c'est entre guillemets simple, avec un markup entre le prix de vente et le prix d'achat, et donc caler un business plan et un équilibre financier est relativement simple. Alors, ce n'est pas forcément simple de l'atteindre, mais en tout cas, les mécaniques sont plutôt simples. En revanche, en marketplace, on a, comme on disait tout à l'heure, la monétisation des vendeurs qui peut venir en ligne de compte. On peut avoir des coûts qui sont différents, les coûts de la gestion et du recrutement des vendeurs, par exemple, qui peuvent avoir un impact sur la marketplace. Et donc, réussir à opérer de manière efficace une marketplace n'est
est faisable, évidemment, mais ce n'est pas la même façon de faire qu'un site e-commerce. Exactement, et ça, on s'attarde là-dessus encore une minute, et après on passe au slide suivant, mais comme on en parlera pas par la suite, c'est surtout d'avoir en tête que trop souvent des clients ou des prospects ont le sentiment qu'en fait une marketplace, ça va être comme un site e-commerce avec quelques références en plus. C'est très facile de pouvoir basculer d'un monde à l'autre. Ce n'est pas le cas. On ne pilote pas, on n'opère pas un site de la même manière quand il a quelques milliers de références, 10 000, 20 000, 30 000, que quand avec la marketplace, il va tout de suite passer à 100 000, 200 000, plusieurs millions de références. De la même manière, et c'est le corollaire, c'est qu'on ne se lance pas dans une aventure marketplace juste pour pouvoir augmenter ses références de quelques milliers de produits. On bascule dans le monde de la marketplace, et nous, ça nous est arrivé chez Octopia de dire non à certains prospects, parce qu'en fait, on se rendait compte qu'ils voulaient juste augmenter leurs références de quelques centaines, voire milliers de produits. Et dans ce cas, on leur dit non. La marketplace n'a d'intérêt, puisque eu égard à la complexité qu'elle apporte, que si vous voulez vraiment basculer dans un autre univers, accélérer fortement et passer à des centaines de milliers de références. Absolument. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur le premier enjeu qu'on a listé, qui est le recrutement et la gestion des vendeurs, qui est un peu notre cœur de métier, nous, chez Octopia, entre autres, on distingue un peu 3 grosses phases en fait dans la vie du vendeur, ou en tout cas dans la vie du vendeur vis-à-vis de la marketplace. Il y a vraiment toute une première étape qui est sur le sourcing, qui est le fait de recruter des vendeurs. Alors juste pour pas qu'il y ait de confusion, quand on parle de recrutement, c'est vraiment le fait que le vendeur vienne s'inscrire sur la plateforme. Il n'y a pas ensuite de contrat de travail ou autre derrière, c'est vraiment le fait de venir s'inscrire sur la plateforme. Et là, pour l'opérateur de marketplace, ce qui est compliqué, c'est déjà d'identifier qui sont les bons vendeurs. Il y en a énormément, des vendeurs. Tous les vendeurs ne se valent pas, malheureusement, et ce n'est pas forcément simple de savoir à l'avance qui est le bon vendeur, sachant que le bon vendeur pour l'un n'est pas le bon vendeur pour l'autre, savoir à l'avance quels sont les produits, quelle est la compétitivité des produits du vendeur dans sa future marketplace. Est-ce que c'est bien le vendeur qu'il me faut, en fait, ou est-ce que ce n'est pas forcément celui-là qu'il me faut, qui est assez compliqué. Et ensuite, trouver le contact et amorcer le contact avec ce vendeur pour le réussir à le convaincre. On disait tout à l'heure, il y a une compétitivité entre les marketplaces sur les vendeurs et surtout sur les top vendeurs avec on disait, moins de 3 marketplaces sur les top vendeurs. Donc concrètement, quand on lance une marketplace, on va se retrouver assez rapidement en compétition frontale contre des grosses marketplaces déjà installées qui font leurs preuves, qui ont sans doute certains défauts et sur lesquels les vendeurs peuvent avoir quelque chose à redire, mais en tout cas, des vendeurs qui sont testés et éprouvés. Et donc, quand on a 3 shots pour un vendeur, bon, il y a déjà Amazon qui a de grandes chances d'avoir déjà pris une des 3 places. Donc ensuite, après, la marketplace doit se battre sur les autres places en fait disponibles chez le vendeur. Et sur la partie sourcing, je complète rapidement. Nous, on voit beaucoup justement d'anciens retailers ou de e-commerçants qui sous-estiment énormément cette partie-là, en disant mais moi j'ai l'habitude, je travaille avec 2000 fournisseurs, c'est bon, les vendeurs ils vont se précipiter chez moi parce que j'ai une belle marque. Mais en fait c'est pas vrai. Des vendeurs, ce ne sont pas des fournisseurs. On le verra par la suite. On ne peut pas traiter des vendeurs comme des fournisseurs. Les vendeurs sont souvent des entrepreneurs qui sont beaucoup plus héroïstes, beaucoup plus aventuriers aussi, mais aussi beaucoup plus opportunistes. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir faire l'effort d'aller se brancher dans une nouvelle marketplace que s'ils ont une garantie de business. C'est plus simple pour un vendeur de devenir vendeur sur les marketplaces que pour un fournisseur avec toute une série de référencements, mais ça prend quand même du temps. On parle de quelques mois pour des vendeurs, pour des marketplaces qui se lancent, plusieurs mois, effectivement, le temps d'être identifié, de signer les contrats, de s'onboarder, etc. Donc ça leur prend du temps. Et comme les vendeurs sont très héroïstes, ils préfèrent aller consacrer ce temps-là, souvent, aller optimiser leurs ventes sur les marketplaces sur lesquels ils sont déjà branchés, que prendre le risque de consacrer quelques semaines, quelques mois à aller se brancher sur les marketplaces. Et encore une fois, les vendeurs ont réussi depuis quelques années à renverser ce rapport de force. Et maintenant, on le voit avec les marketplaces qui sont déjà lancées. C'est vraiment elles qui font la chasse aux vendeurs, ouais. Alors qu'au départ, c'est les vendeurs qui étaient vraiment ravis de pouvoir se brancher sur les quelques marketplaces qui existaient. Mais aujourd'hui, les vendeurs sont convaincus et ils ont bien en tête que c'est eux, ils sont l'or de la marketplace. Et c'est vrai, c'est une vraie croyance qu'on a chez Octopia. La force du marketplace et l'or de la marketplace, ce sont les vendeurs. Et donc, du coup, il y a un vrai combat, un vrai challenge pour les marketplaces à aller identifier et sourcer les bons vendeurs. Ils ont vraiment renversé ce rapport de force. Et un dernier point sur le sourcing, un peu le corollaire de tout ce qu'on vient de dire, il y a ce côté concurrence chez les vendeurs. Et tu disais, Maxime, que c'est beaucoup plus simple pour un vendeur de vendre sur une marketplace par rapport à un fournisseur. C'est aussi beaucoup plus simple pour un vendeur d'arrêter de travailler avec une marketplace qu'un fournisseur avec son enseigne. Et donc, avec
la perte en fait de vendeurs, le sourcing d'une marketplace est vraiment une tâche qui est vraiment continue. Pour pouvoir déjà générer de la croissance, il faudrait déjà que, en tout cas, ça pourrait y contribuer que la base de vendeurs augmente, mais en plus, on a un peu le vase percé et donc de devoir toujours re-remplir la base de vendeurs et d'aller chercher toujours des nouveaux vendeurs, ne serait-ce que pour compléter la base qui est partie entre guillemets chez les concurrents et en plus pour générer de la croissance. Donc c'est une vraie tâche qui est très importante pour la marketplace. Pour pouvoir apporter du dynamisme à sa marketplace, il faut vraiment apporter des nouveaux vendeurs. Et donc le sourcing pour nous, c'est vraiment jusqu'à convaincre le vendeur de venir sur la marketplace. C'est hyper important, mais c'est peut-être le plus dur, mais en tout cas, tout n'est pas fait. Il faut ensuite réussir à faire l'onboarding. C'est vraiment le fait de, effectivement, bien connecter, entre guillemets, le vendeur avec la marketplace, faire en sorte qu'il ait poussé son catalogue, qu'il ait placé des offres, qu'il a été accepté par le QIC, donc l'administratif, la vérification qui doit être faite sur le vendeur. Et enfin, la partie publier le vendeur avec le différent catalogue, etc. Et enfin, une fois tout ça fait, la partie account management, qui est vraiment l'accompagnement, le support en fait qu'on va proposer aux vendeurs. Alors, il y a différents supports, il y a du support technique, du support plus business. L'account management, on est plutôt sur le support business. Comment j'aide mon vendeur à se développer sur la marketplace et comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble. Et ça, c'est un travail énorme pour pouvoir vraiment animer les vendeurs, pour qu'ils soient intégrés dans l'animation commerciale, dans la stratégie d'offre de la marketplace. Il faut vraiment discuter avec le vendeur pour pouvoir obtenir ce qu'on veut du vendeur. Exactement. Deuxième point, et on va accélérer un petit peu, le deuxième point deuxième enjeu principal pour les marketplaces, comme on dit, c'est qu'il y a beaucoup plus de produits et donc il faut revoir l'expérience client dans un contexte de produits beaucoup plus riche. Donc déjà, beaucoup plus de produits, c'est bien, mais il faut avoir les bons produits au bon prix pour avoir une offre, une stratégie d'offre qui est qualitative. Il faut vraiment réussir à avoir les bons produits et les bons prix. Avoir beaucoup plus de produits, c'est une chose, mais si ce n'est pas les bons, ça ne sert pas à grand-chose. Et le deuxième point, c'est qu'il faut réussir à revoir le front ou l'interface utilisateur pour pouvoir proposer une expérience qui est de qualité. On n'a pas le même moteur de recherche quand on est sur un moteur de recherche d'un site qui a 1000 produits ou 100 millions de produits. On a besoin de performance derrière, on a besoin de revoir la façon dont les produits sont proposés, etc., pour faciliter la découverte de nouveaux produits. Et vraiment, également, sur la partie interface utilisateur en marketplace, simplifier le plus possible, éviter les points de friction avec le client, notamment dans tout le funnel d'achat et au moment du paiement, du panier et ou du paiement, pour pouvoir faciliter la conversion. Enfin, le troisième point, qui est extrêmement important sur l'expérience client dans un contexte de marketplace, sont les fiches produits. Sur un e-commerce traditionnel, c'est le site qui est responsable de la fiche produit, donc c'est relativement simple. Enfin, il peut s'y prendre qu'à lui-même si sa fiche produit n'a pas les bonnes informations, c'est pas les bonnes photos, etc. À la limite, il peut voir ça avec son fournisseur, mais c'est sa responsabilité. En marketplace, cette responsabilité-là, elle est portée par le vendeur. Et donc, il faut que l'opérateur apprenne et réussisse à faire en sorte que les vendeurs jouent le jeu, entre guillemets, et aient des fiches produits vraiment de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fiche produit de qualité? Ça, c'est une autre chose, mais en tout cas, que le vendeur ait bien tout le contenu et fournisse bien tout le contenu pour avoir des fiches produits qui sont de qualité, qui est extrêmement important. Enfin, c'est comme ça qu'on convertit aussi. Il faut avoir bien le discours marketing, les photos, les avis qui sont assez importants, et donc réussir à se mettre en ordre de bataille pour avoir des fiches produits riches et de qualité et animer les vendeurs pour avoir ces fiches produits. Et enfin, on le disait tout à l'heure, l'animation commerciale. Le but, c'est de réussir à revoir l'expérience client, et notamment sur l'animation commerciale. Ça peut être un côté assez déceptif de la marketplace, parfois, d'avoir sur les temps forts, moins 30% sur tout le site, sauf sur la marketplace. Donc, en fait, il y a la moitié du site qui n'est pas animé et pas intégré dans ces temps forts. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive, via des partenariats avec les vendeurs, à les intégrer dans l'animation commerciale pour pouvoir avoir une expérience d'achat qui est confortable pour le vendeur. Exactement, il faut faire vivre la communauté de vendeurs pour les faire participer aux animations commerciales et aux temps forts, notamment de fin d'année. Dernier point, très rapidement, parce qu'on l'a déjà abordé sur la partie logistique. Donc, comme on l'a dit, c'est le vendeur qui est responsable de la logistique, ce qui n'est pas forcément leur force, ce qui n'est pas forcément leur métier. Et donc, l'opérateur de marketplace doit réussir déjà à définir les conditions et les règles du jeu, entre guillemets, pour ses vendeurs. Qu'est-ce qui est acceptable pour lui et pour ses clients, pour ne pas mettre en risque son image de marque, etc. Et surtout, une fois que ces règles du jeu sont définies, évidemment, il faut les faire vivre, mais une fois que ces règles sont définies, il faut proposer des solutions aux vendeurs. Si on a des bons vendeurs qui ont les produits qui nous intéressent, au prix qui nous intéresse, etc.,
mais la logistique, c'est une catastrophe avec eux, il faut pouvoir proposer des solutions aux vendeurs. Il y a par exemple tout ce qui est en termes du fulfillment, donc c'est quand l'opérateur de marketplace ou même un tiers s'occupe du fulfillment pour les vendeurs. Donc, ce ne sont plus les vendeurs directement qui expédient, mais un spécialiste de la logistique, que ce soit la marketplace et l'activité logistique de sa marketplace ou même un tiers. Et donc, ce n'est plus le vendeur directement qui s'occupe de préparer les commandes une à une. Et ça peut permettre de faciliter, d'améliorer la qualité de service. Et enfin, le SAV, l'après-vente, le but de la marketplace, c'est de réussir à fluidifier ce parcours en après-vente avec un rôle qui est important de l'opérateur pour modérer les discussions qui peuvent avoir lieu et qui sont normales entre le vendeur et le client pour éviter qu'il y ait des abus de certains vendeurs ou voire des abus de certains clients également. Exactement. Sur le dernier point, ce qui est important, c'est plus l'opérateur peut aider le vendeur à rester focus sur le business et à éviter de prendre des tâches qui sont annexes, connexes, qui ne sont pas de son cœur de métier, mieux c'est. Le rôle de l'opérateur, c'est vraiment de dire au vendeur, je vais t'aider sur la logistique, je vais t'aider sur le SAV, ça va être très simple. Simplifier. Pour toi. Exactement, le simplifier pour qu'il puisse se concentrer sur son business. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour sur ce que c'est qu'une marketplace et des différents enjeux, le point qu'on voulait faire passer ici, c'est que quand on a un retailer ou en tout cas quelqu'un qui veut lancer une marketplace, on arrive dans un contexte vraiment de transformation assez forte de l'entreprise parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. C'est un nouveau business model, c'est des nouveaux partenaires, donc c'est un nouveau business model avec toutes les spécificités dont on a discuté. Ce sont des nouveaux partenaires, on passe des fournisseurs aux vendeurs, on l'a dit, on ne peut pas les traiter de la même façon, donc il faut apprendre à faire. Et c'est du coup de fait des nouveaux process et des nouveaux métiers. Donc c'est beaucoup de choses à apprendre et bien souvent, du coup, il y a un gros projet de transformation qui est autour de la marketplace. En tout cas, il est nécessaire qu'il soit perçu en amont ou pas. Toute cette transformation est nécessaire. Et c'est là que vous, vos expertises en tant que freelance et via Malte, vous pouvez apporter énormément dans les projets de marketplace parce que il y a de l'expertise qui monte en interne chez les clients, évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'expertise en externe qui est nécessaire sur les différents projets. Rien à ajouter, exactement. Sur ce qui est justement des impacts qu'on peut avoir, concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des nouveaux métiers avec la marketplace. On en a parlé. La partie gestion des vendeurs, le recrutement, l'animation et le support des vendeurs, c'est quelque chose qui est totalement nouveau chez les opérateurs de marketplace qui se lancent. C'est vraiment différent des achats, on insiste dessus, mais c'est vraiment différent. La communication aussi avec les vendeurs, pareil, on ne communique pas auprès de vendeurs comme on communique auprès de fournisseurs. Et vu le volume de vendeurs, c'est un métier en tant que tel. Et toute la partie gestion administrative et qualité et compliance des vendeurs, qui est aussi quelque chose de nouveau. Bon, même s'il y a du référencement de fournisseurs chez des acteurs de e-commerce classique, on ne parle pas du tout de la même chose quand on est en marketplace, ne serait-ce que sur les volumes. Déjà, ce n'est pas les mêmes justificatifs, mais en termes de volume, ce n'est pas du tout la même chose. Après, sur les autres métiers, on a des impacts qui sont des impacts de process, des impacts de méthode qui vont arriver par-ci, par-là, que ce soit sur la relation client, où on n'a pas du tout la même posture, on a plus une posture d'arbitre que de répondant aux demandes des clients, ou sur l'acquisition de trafic, on va faire une acquisition qui est assez différente. Enfin, il y a des métiers qui sont pour le coup moins touchés, qui peuvent être touchés, mais qui sont beaucoup moins touchés, qui sont intéressantes aussi pour les opérateurs de marketplace, les nouveaux opérateurs de marketplace, de pouvoir s'appuyer quand même sur certains actifs et certains savoir-faire. Et donc, on a besoin soit de formation, soit de nouvelles compétences, soit de revue de process sur les deux parties de gauche, et sur différents métiers. Et donc, c'est là-dessus, on verra tout à l'heure dans un slide à venir, qu'on aurait besoin et qu'on voit avec Nicolas et Octopia des synergies possibles avec les équipes de Malte là-dessus, parce que tous les besoins de formation qui sont nouveaux, effectivement, ça va être émis par les opérateurs de marketplace. Et quand il y a un métier actuel qui est impacté, on va avoir besoin également d'experts côté Malte pour pouvoir nous aider à bien satisfaire le canal de vente. Et après, il y a toute une phase dont on parle tout à l'heure, c'est la partie projet. Parce que ce sont des projets longs, la marketplace, et sur lesquels on a besoin aussi d'expertise, et notamment de chefferie de projet. Ce que je te propose, c'est qu'on passe assez rapidement sur celle-là. Ouais. On a déjà beaucoup discuté sur celle-là. La suivante, on en a un petit peu discuté. Ce qu'on voulait juste dire, c'est que dans le cadre de la transformation qu'ont les opérateurs de marketplace, en fait, la transformation va jusqu'à revoir en fait, vraiment leur organisation avec une question lourde sur laquelle il n'y a pas de réponse simple, et qui est de dire comment est-ce que je m'organise avec mon business qui est déjà existant. Souvent, la marketplace vient en plus, soit vient sort de zéro. Donc, pour le coup, cette question se pose moins, c'est quelle est l'organisation à avoir quand je suis un opérateur de marketplace. Mais il y a aussi la question de savoir quelle est l'organisation que j'ai à avoir et quelles sont les synergies que je peux avoir quand je suis sur ce fameux modèle hybride. J'ai un peu de e-commerce classique ou de dropshipping et de la marketplace. Et donc là, beaucoup de questions qui se posent et dans lesquelles c'est un travail
extrêmement riche à mener parce qu'il y a autant de réponses que de contextes de marketplace qui se lancent. Et là, notamment, c'est un travail qui peut être extrêmement riche là, que vous pouvez apporter, vous, en tant que freelance, sur des projets, pour pouvoir conseiller vos clients que vous connaissez très bien, pour pouvoir les conseiller sur quelle organisation mettre en place. Exactement. Pour entrer dans le vif du sujet sur les projets de marketplace et les besoins de compétences, qui est vraiment sans doute le cœur vraiment d'aujourd'hui, en tout cas ce qu'on voulait vous apporter. Le but, c'est d'expliquer comment se passe un projet de marketplace, quelles sont un peu les grandes étapes d'un projet de marketplace et quels sont les besoins du client. Et donc, in fine, quels sont les métiers ou quels sont les types de freelance qui peuvent intervenir sur des projets. Ce qu'on voit globalement, alors pareil, il y a autant de réalité que de projets de marketplace, mais ce qu'on voit la plupart du temps, c'est qu'on a des phases de design ou de cadrage vraiment de projets sur lesquels les besoins vraiment de nos clients ou de nos prospects, ça va vraiment être de comprendre la marketplace pour pouvoir mesurer l'intérêt de la marketplace, savoir est-ce que c'est bien, est-ce que j'y vais ou pas, pour pouvoir arriver jusqu'à un go, no-go marketplace. Après, bon, il y a d'autres questions de choix de quels sont les partenaires technologiques, etc. à solliciter, mais en tout cas, déjà, est-ce que la marketplace, c'est bien pour moi, est-ce que c'est faisable? Concrètement, si j'y vais, comment est-ce que ça va se passer? C'est quoi un projet de marketplace? Il faut cadrer le projet, quel est le calendrier, avoir une idée des coûts que ça va représenter et choisir les éditeurs de logiciels et différents prestataires. Là-dessus, les freelances qui peuvent être le plus pertinents dessus, selon nous, c'est pas exhaustif, mais c'est la partie plutôt de stratégie, de transformation digitale. Tous les consultants, plutôt consultants de direction générale, direction marketing, pour vraiment accompagner le projet et la prise de décision. Le but, ça va vraiment être d'accompagner la prise de décision. Et là-dessus, typiquement, nous, ça nous arrive très régulièrement de discuter avec des prospects où en fait la notion de basculement dans la marketplace est évoquée parce qu'ils voient les concurrents qui vont, etc. Et en fait, ils ont besoin d'accompagnement. Et en fait, nous, on peut les accompagner, mais nous, on est jugé partie. C'est-à-dire que nous, évidemment, qu'on est pro-marketplace. Ça nous est arrivé de dire non parfois à des prospects parce qu'on trouvait qu'ils n'étaient pas assez matures. Mais globalement, nous, on vend des marketplaces chez Octopia. Donc, on va plutôt être assez, pas si impartiaux que ça. En revanche, souvent, il est arrivé que des prospects nous demandent, vous n'avez pas des consultants en stratégie, un petit cabinet de consultants ou des freelances qui pourraient nous aider à nous creuser. Voilà, c'est pas toujours des gens qui veulent forcément des grands noms de Big Five pour les accompagner pour ce type de mission, mais qui serait très preneur d'avoir une ou deux personnes, une personne qui pourrait les aider là-dessus. Et on pourrait très bien, nous, avec Nicolas, recommander du coup des personnes chez Malte pour pouvoir les accompagner dans cette phase de design et de réflexion très en amont. Et la plupart du temps, effectivement, il y a cette question qui se pose quand on a des clients qui viennent qui ne sont pas déjà accompagnés. Et sinon, on a très souvent des clients qui arrivent accompagnés par un ou plusieurs freelances ou des cabinets. Donc là, il y a vraiment une place à prendre, en tout cas pour vous, dans cette phase-là du projet. Indépendamment de nous, pour le coup, évidemment. Exactement. La deuxième phase, qui est vraiment là, on rentre dans le vif du sujet, qui est la construction, le build, la construction de la solution avec des besoins qui vont être là plus techniques, pour le coup, mais pas que. On va avoir des besoins techniques sur ce qui est de l'intégration, sur le fait de construire et de définir les nouveaux process métiers, former les équipes aux nouveaux outils, mais surtout aux nouveaux métiers, aux nouveaux process. Mais on va aussi avoir un besoin assez fort, en fonction évidemment de la taille de client, mais d'accompagnement au changement et de conduite du changement, qui est vraiment quelque chose de fort. On l'a dit, on n'a pas beaucoup insisté dessus, mais c'est des vraies transformations qu'on a chez nos clients au moment où ils passent en marketplace. Certes, toute la partie technique et aussi la partie changement qui est nécessaire, où là, du coup, pour le coup, les freelances... Et là, pour le coup, effectivement, là, pas plus tard qu'il y a 3 jours, on était avec un client qui nous disait, bah non, nous, on veut la partie technique et la partie intégration, on veut la faire quasiment tout seul, mais on a besoin de quelqu'un quelqu'un de transverse avec un profil un peu PMO qui puisse nous accompagner. Donc, typiquement, donc, ils nous ont demandé des recommandations et on pourrait très bien revenir après avec vous en leur disant, bah voilà, on a identifié 10 profils qui pourraient être des profils chez Malte en leur disant, bah voilà, nous, on vous recommande tel ou tel profil, on regarde son expérience et après, c'est lui, c'est le client in fine qui décidera. Mais en tout cas, ça nous est déjà arrivé qu'on nous demande des conseils pour pouvoir encadrer cette phase de build et de chefferie de projet. Parce que même jusqu'à savoir en fait de quoi est-ce qu'ils ont besoin n'est pas forcément clair. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont des trous dans la raquette côté technique, mais après savoir exactement est-ce qu'on parle d'un PMO ou est-ce qu'on parle plutôt d'un dev, c'est pas forcément simple pour eux pour savoir. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Et in fine, une fois la partie projet terminée sur le run, ça s'arrête pas là. Pareil, la marketplace, on est convaincu qu'il y a énormément d'opportunités business pour vous. On est plus sur des questions d'optimisation, que ce soit du business ou du SI, mais des questions d'optimisation. Et donc là, plutôt des freelances qui sont assez spécialisés. Alors évidemment, tout le monde peut y participer, mais plutôt
des freelances qui sont spécialisés sur certains métiers, sur du conseil plus opérationnel, ce coup-ci, que ce soit sur de la data, du design ou du marketing, sur du SEO notamment. On disait la marketplace, c'est une très belle arme pour faire du SEO. Reste quand même à savoir le faire. Et là, pour le coup, votre expertise de freelance peut vraiment venir. Moteur de recherche, hein, la data, effectivement, on passe d'un monde où il y avait quelques data riches mais finis, on va dire, à un monde où on rentre un peu dans l'infini des millions de références, des millions d'offres, des prix qui se mettent à jour toutes les 2 heures, etc. Donc là, le côté data est effectivement important et les besoins de freelance sont conséquents. Ouais. Pour justement, dans la même logique, pour pouvoir vous donner un peu plus de billes sur les projets de marketplace, encore une fois, il y a autant de projets qu'il y a autant de réalités qu'il y a de projets différents, mais globalement, pour bien comprendre ce que c'est qu'un projet de marketplace, on l'a dit, c'est assez complexe, la marketplace, les projets marketplace sans surprise le sont aussi, parce qu'on est vraiment sur une logique d'écosystème avec beaucoup d'acteurs qui vont être concernés. On va avoir donc les solutions marketplace, donc nous, entre autres. Il va y avoir souvent des impacts, voire des changements total de front sur la solution e-commerce qui arrive sur des acteurs qui se rendent compte qu'ils en profitent pour faire un big bang en même temps, quitte à faire déjà un gros changement avec la marketplace, va autant faire le big bang pour changer de technologie front, ou même juste parce que l'ancienne technologie n'aurait pas permis d'avoir ce volume-là, ou les ambitions qu'on peut avoir avec la marketplace. Donc, il y a côté éditeur de logiciels, à la fois les éditeurs de logiciels marketplace, où aujourd'hui les éditeurs de marketplace ne font que la marketplace, en tout cas c'est des modules marketplace, mais on s'arrête là, on ne fait pas le front, et donc nécessairement des solutions front qui viennent en plus. Également, qui rentrent en ligne de compte des PSP, donc des établissements de paiement, qui sont là. Alors déjà, pour collecter le paiement, si jamais il n'y a pas de site internet, il faut évidemment rajouter un PSP. Mais il y a également la partie cash-out qui est important en marketplace, c'est comment je vais payer mes vendeurs, comment je m'occupe du cantonnement des vendeurs et le paiement, où là, il y a différents prestataires et partenaires des clients qui peuvent être là, et qui rajoutent aussi de la complexité, que ce soit dans l'aide au choix, dans l'intégration, etc. Toute une partie logistique qui est extrêmement importante sur le fait d'être bien connecté aux différents transporteurs ou prestataires logistiques pour pouvoir proposer des solutions aux vendeurs. Des agrégateurs de flux de marketplace qui, eux, vont faciliter la connexion technique des vendeurs au marketplace. Des intégrateurs, alors là, presque, mais pas forcément vos concurrents, qui sont plus du coup là sur l'intégration technologique des solutions chez le client, et une myriade d'autres acteurs, que ce soit des cabinets de conseil que ce soit sur l'aide au choix ou sur la réalisation, que ce soit des solutions de retail média, on parlait un petit peu tout à l'heure de monétisation, d'autres solutions comme des PIM ou d'autres acteurs en fonction des réalités de chaque client. La liste n'est vraiment absolument pas exhaustive, qui est affichée aujourd'hui à l'écran. Ouais, on pourrait faire un webinaire dédié à l'écosystème de la marketplace, mais dites-vous juste que si vous parlez à quelqu'un qui se lance dans la marketplace, d'une manière ou d'une autre, il aura adressé l'ensemble de ces sujets. Alors, certains majeurs, d'autres un peu plus mineurs. Mais globalement, toutes ces questions-là et tous ces sujets-là, il va devoir les traiter pour savoir comment il se positionne sur chacun de ces items. D'accord. Juste pour, pareil, pour que vous ayez bien la bonne clé de lecture sur ce qu'on fait, nous, chez Octopia. Je te laisse peut-être la main, Maxime. Oui, alors là-dessus, peut-être que vous nous connaissez déjà ou pas. D'ailleurs, on est une entreprise qui est jeune, qui a 2 ans bientôt maintenant. L'idée, c'est que Octopia, nous, en fait, ce qu'on vend, entre guillemets, ce qu'on apporte à des acteurs qui veulent se lancer dans la marketplace, c'est 5 choses un peu présentées tel que dans ce slide. C'est on propose une connexion, en fait. On est une plateforme technologie. Octopia est une plateforme technologie, une plateforme de marketplace. Elle met à disposition cette plateforme de marketplace en solution SaaS. Donc, du coup, à tout acteur e-commerce existant ou qui voudrait démarrer l'aventure Octopia, enfin, l'aventure marketplace from scratch, on donne accès à une plateforme marketplace. Ça, c'est la base. C'est comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, la technologie est absolument nécessaire, mais la technologie est aussi absolument insuffisante. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans le titre tout à l'heure, là, à l'instant, c'est marketplace. La mission d'Octopia, c'est de créer des marketplaces avec un départ lancé. La technologie est absolument nécessaire, mais absolument insuffisante. Pourquoi la technologie est absolument insuffisante? On l'a dit, chez Octopia, on considère que le rôle des vendeurs est clé. Donc, en fait, quand un opérateur marketplace veut se lancer dans la marketplace, non seulement on lui fournit la technologie, mais on va également lui fournir un portefeuille de vendeurs. On va lui donner accès, il va choisir ce qu'il veut, à un certain nombre de vendeurs. On en a chez Octopia, alors c'est une science qui est mouvante, les vendeurs, mais entre 15 000 et 17 000
vendeurs actifs sur nos canaux de vente, sur nos opérateurs de marketplace. Et en fait, un nouvel opérateur de marketplace va pouvoir choisir dans le pool de vendeurs Octopia, dans les 15 000 vendeurs Octopia, les vendeurs qu'il décide de brancher sur sa marketplace en fonction de son ADN, en fonction des pricing qu'il veut avoir, en fonction des catégories qu'il veut pousser. Il va choisir les vendeurs qu'il va inviter à aller sur sa marketplace. Après, libre au vendeur d'accepter ou non. En fait, on va proposer à la marketplace, fraîchement lancée, de pouvoir, juste avant le go live, partir avec 50, 100, 200, 300 vendeurs pour pouvoir, le jour où elle appuie sur le go live, partir lancer, comme on dit, et proposer un site internet qui sera riche de centaines, de milliers, de dizaines de milliers de produits et d'offres sur son site internet. Et donc, du coup, le corollaire de pouvoir proposer des vendeurs, c'est effectivement, logiquement, de pouvoir proposer des produits et des prix. La bonne nouvelle, ce qui est souvent découverte dans les discussions qu'on a avec nos opérateurs et nos clients, nos prospects, c'est que la force d'Octopia, c'est que comme on propose des vendeurs qui sont déjà éprouvés dans la manière de conduire et de travailler avec les opérateurs et les marketplaces, c'est les vendeurs qu'on a, c'est des vendeurs qui ont parfois 2, 3, 4, 5 ans d'expérience sur les marketplaces, c'est qu'en fait, tous les enjeux de logistique, de qualité qu'on évoquait pour réussir sa marketplace sont des vendeurs qui sont éprouvés à ça. Les vendeurs qui ne jouent pas le jeu de la logistique, qui ne jouent pas le jeu de la qualité, naturellement, par le darwinisme de la marketplace, ont été éconduits et ils ont été évacués par les opérateurs de la marketplace. Donc, en fait, les vendeurs qu'on propose dans ce pool de vendeurs Octopia, en fait, ils ont déjà une forte qualité logistique et de qualité de ce qu'on appelle des métriques, de ce qu'on appelle la QS, le Quality Score, de qualité des produits, de retour produit, de SAV, ce type de choses. Donc, en fait, on va vous donner accès à des vendeurs qui sont déjà ratés. On va donner accès aux opérateurs de marketplace, accès à des vendeurs qui sont déjà bien ratés, scorés et qualifiés. Et également des solutions, on disait tout à l'heure. Donc, tant mieux si on a des vendeurs qui sont déjà de bonne qualité, mais il y a aussi des vendeurs qui peuvent être moins bons, des vendeurs qui se lancent, sur lesquels ils n'ont pas encore trouvé toutes les solutions pour être le plus performant possible. On propose aussi des solutions, justement, via des connecteurs ou la possibilité directement, pour les marketplaces, de proposer des services de fulfillment pour pouvoir les aider à avoir une logistique de qualité, que ce soit du plus simple de la connexion avec un transporteur pour que ce soit plus fluide, jusqu'à le fait de proposer de manière clé en main du fulfillment aux vendeurs pour que les vendeurs, eux, ne s'occupent plus en fait de cette logistique-là. Ou en tout cas, c'est extrêmement plus simple pour eux. Exactement. Et le cinquième pilier qu'on propose à nos opérateurs de marketplace, sur lesquels vous pouvez intervenir et sur lesquels on comptera également sur vous chez Malte, c'est qu'en fait, on l'a dit, on n'opère pas une marketplace comme on opère un site e-commerce. Donc en fait, nous, on peut accompagner les canaux de vente et les opérateurs de marketplace à pouvoir bien améliorer la performance business de leur marketplace, être sûr qu'ils sont sur les bons sujets, s'il y a des problèmes du UX, s'il y a des problèmes du UI, s'il y a des problèmes de moteur de recherche, s'il y a des problèmes de perf, ce type de choses. Nous, chez Octopia, on a la capacité de pouvoir traiter un certain nombre de sujets, mais pas tous. Et on serait ravis de pouvoir justement nouer un partenariat fort avec vous pour pouvoir vous dire, bah voilà, il y a des sujets dont on n'a pas vocation à traiter, à faire des missions de conseil là-dessus, mais en revanche, on serait ravis d'avoir des experts dédiés, et Malte a ces experts en freelance notamment, pour pouvoir accompagner les opérateurs de marketplace, pour pouvoir craquer des sujets business et améliorer la performance. Et la transition, du coup, est toute trouvée pour voir justement comment est-ce qu'on peut bosser ensemble Exactement. Dans la foulée. Exactement. Rapidement, donc, on a des références clients que vous pouvez voir juste en dessous, donc, chez Octopia, qui sont des clients qui ont plus ou moins de demandes en termes de mission de conseil, en termes de demandes, mais on voit que ça commence à pousser assez fort sur certains comptes. Donc, en fait, on gère, en fait, on pilote 1,8 milliard d'euros de GMV qui passe dans la tuyauterie Octopia. Notre premier client est un client historique qui est Cdiscount, qui compte beaucoup dans cette GMV, mais on voit que d'autres clients avec lesquels on travaille commencent à pousser fort et à développer très fortement leur GMV grâce à Octopia. On a donc couverture de 20 pays aujourd'hui. On propose également des entrepôts sur lesquels les vendeurs peuvent venir déposer leurs produits. On est plus de 450 employés et on a des bureaux donc, en France, en Angleterre et en Espagne. Et donc très rapidement également, comment on pourrait, selon nous, on a déjà un petit peu parlé avec Nicolas dans cette présentation, mais c'était de manière très concrète comment nous, on pense qu'on pourrait travailler avec Malte. Le premier point qu'on voit, c'est comment on pourrait réaliser en fait des ateliers communs, donc du coup chez vos clients, c'est-à-dire que vous avez, des clients avec lesquels vous travaillez côté Malte, vous pourrez très bien solliciter un expert Octopia, qui sera Nicolas, dans ses équipes ou moi en direct, en fonction de la maturité du client et des besoins que vous avez. On peut très bien intervenir en direct, on peut très bien intervenir en shadow, et vous donner des KPI, vous donner des tips, vous donner même beaucoup plus de matière que ça, des présentations, avoir le format.
Et on peut concevoir avec vous des business cases pour pouvoir, donc du coup, en shadow, vous alimenter, vous, dans votre facing client pour pouvoir évangéliser vos clients sur toutes les questions qu'on a évoquées aujourd'hui ici sur la marketplace. L'autre point, c'est qu'on pourrait partager des leads et des opportunités. Nous, comme je l'ai dit, on a des clients plus ou moins matures. On commence à avoir un certain nombre de clients qui sont intéressés par un certain nombre de sujets, de missions en fait, sur lesquelles on n'est pas toujours les meilleurs, on a toujours la bande passante et ce n'est pas forcément notre stratégie de pouvoir intervenir. Donc, on pourrait très bien, dans la phase de build, dans la phase en amont et dans la phase de run, solliciter des gens chez Malte en leur disant bah, venez, on a un lead pour vous. On a vu que vous aviez un expert qui était très, très bon là-dedans. Il semble correspondre à ce qui est attendu par le client. On vous passe le relais, c'est un partage de lead. De la même manière, vous, si vous identifiez chez vos clients qu'il y a un lead et une opportunité pour créer une marketplace, pour se poser la question d'une marketplace, de brancher les vendeurs, ce type de choses, du coup, nous, on serait ravis de pouvoir échanger avec vous pour qu'on puisse voir comment on reprend le bébé de ce client pour pouvoir pousser un petit peu nos pions pour parler de la marketplace et de la vision de la marketplace chez Octopia. Et enfin, à voir aussi comment on pourrait vous intégrer à ça. On a un programme de partenaire côté Octopia, un programme certifié qui rentre un petit peu plus dans le détail de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, où vous pourrez être du coup certifié Project Lead Octopia et donc du coup vous pouvez être labellisé comme faisant partie intégrante de notre pool d'experts et recommandé avec un beau certif Octopia. Et là-dessus, du coup, ça s'organise dans des sessions qui sont faites 1 à 2 fois par an avec d'autres partenaires. Il faut voir si on dédie une journée purement à Malte. Généralement, ça peut être bien et intéressant de faire intervenir d'autres partenaires également là-dessus. Donc, on a un programme et on pourra en discuter si vous avez des questions là-dessus avec grand plaisir. Il y a des contacts qui s'affichent juste en dessous. C'est des gens qui sont en Head of Partnership chez nous et qui seront un plaisir de pouvoir du coup discuter avec vous pour voir comment on formalise ce type de choses. Dit autrement, hein, comme on le disait tout à l'heure, on reste une société qui est assez jeune. Octopia a été créée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, tout reste un peu à faire sur la collaboration que peut avoir vous via Malte en tant que freelance. N'hésitez pas. Nous, on est convaincus qu'on peut vous apporter des éléments de contenu sur, comme disait Maxime, sur des ateliers, qu'on soit là ou pas, peu importe. En tout cas, nous, on est extrêmement ouverts si jamais vous avez besoin de nous. Et à l'inverse, nous, on sera très heureux de reprendre le bébé. Comme on dit, si jamais vous avez des opportunités. Exactement. Quelques contacts. Je vous propose qu'on reste peut-être sur cette slide-là. Le but, c'était juste d'avoir quelques contacts si jamais vous avez besoin. Comme ça, vous avez le temps de les noter. Et qu'on peut passer peut-être à la partie questions. Alors, oui, on a une question. Bonjour. Est-ce que vous imaginez une limite de vendeurs sur une place de marché? Les nouveaux vendeurs ont-ils tous une réelle place pour vendre? Alors, merci pour la question. C'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait une limite de nombre de vendeurs. Je sais que Cdiscount, du coup, on parle de 15 000 vendeurs. Je sais que sur Amazon ou sur d'autres, on parle de 100 000, 50, 100 000 vendeurs. Je pense qu'en Chine, il doit y avoir effectivement près de 100 000 vendeurs aussi chez les AliExpress, ce type d'acteurs. Donc, il n'y a pas de limite technologique, en fait. En tout cas, d'un point de vue technique, il n'y en a pas. Après, je pense que le vrai enjeu, ça va être de ne garder que les vendeurs qui correspondent le mieux à l'ADN de la marketplace et qui répondent le mieux aux standards et à la qualité de la marketplace. Je ne suis pas certain qu'il y ait chez Amazon ou chez les grands concurrents chinois 100 000 extrêmement bons vendeurs. Donc, je pense qu'il y a un flux qui est sans cesse renouvelé, mais que le vrai enjeu ensuite, ça va être de pouvoir sélectionner, trier les bons vendeurs, les bons produits, et de proposer uniquement les vendeurs et les produits qui sont en phase avec l'ADN de votre marketplace. Et sur la deuxième partie de la question, Nicolas n'hésite pas à compléter surtout, il y a de la place pour les nouveaux vendeurs, ça c'est sûr, parce que dans les algorithmes de grandes marketplaces, généralement, tout est fait pour pouvoir justement laisser sa chance à des nouveaux vendeurs et ne pas truster uniquement les bonnes places et les bonnes visibilités qu'aux vendeurs historiques, notamment par des systèmes de produits sponsorisés. Mais les marketplaces sont souvent à cœur de laisser la chance aux bons vendeurs, ne serait-ce que pour ne pas passer à côté de bons produits et de bons vendeurs de manière un peu opportuniste. Mais il y a souvent des places qui sont proposées, qui sont conservées pour justement ces nouveaux vendeurs. Puis même dans l'autre sens, il n'y a pas d'inconvénient entre guillemets pour une marketplace à avoir trop de vendeurs, si tant est qu'il y avait une limite, parce que plus de vendeurs, ça permet de réduire la dépendance à certains vendeurs. Donc d'un point de vue business, ça peut être et tactique, c'est assez intéressant d'en avoir. Après, la seule question qui se pose, c'est est-ce que j'investis autant pour tous mes vendeurs?
On disait tout à l'heure, il y a besoin d'un contact privilégié, du support pour les top vendeurs. Effectivement, des tout petits vendeurs qui font quasiment pas de vente, il faut moins investir avec eux, moins de support, parce que sinon l'équilibre est infaisable d'un point de vue rentabilité. Mais il n'y a aucun problème pour une marketplace d'avoir trop de vendeurs, en fait. C'est même plutôt un avantage, ça permet de filtrer, en fait. Peut-on vous amener de nouveaux vendeurs? Peut-on nous amener de nouveaux vendeurs? Oui, côté Octopia, nous, les vendeurs, on a même des partenariats et des accords avec des canaux de vente et des clients qu'on a, des opérateurs de marketplace, on les appelle canaux de vente ou clients, voilà, qui nous disent, moi, j'ai déjà un pool de vendeurs. S'ils ne sont pas déjà chez Octopia, est-ce que vous acceptez de les prendre chez Octopia? Il y a des modalités financières ensuite qui se mettent en place. Et nous, on est toujours chez Octopia preneurs de nouveaux vendeurs qui pourraient rejoindre le pool de vendeurs Octopia. Les vendeurs, encore une fois, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop, c'est l'or de la marketplace. Donc, plus on en a dans le pool à proposer à nos canaux de vente, et mieux c'est. Gère-t-on ces vendeurs comme on gère ses fournisseurs? Bonne question. Gère-t-on ces vendeurs comme on gère ses fournisseurs? Alors non. On a essayé d'insister dessus pendant la présentation, mais non, il y a beaucoup de différences. Peut-être pour longtemps. Il y a beaucoup de différences, notamment la fidélité, en fait, qui va être très différente entre un fournisseur et un vendeur. Un fournisseur va plutôt avoir un avantage à rester sur du long terme parce qu'il y a plus d'investissements, les contrats peuvent être plus forts, etc. Donc, c'est plus compliqué de quitter une relation contractuelle avec un fournisseur, là où c'est extrêmement simple entre vendeur et marketplace de s'arrêter là et de se quitter. Et surtout, en fait, on ne demande pas la même chose. Au-delà de la façon dont on travaille avec eux, on ne demande vraiment pas la même chose à un fournisseur et à un vendeur. Donc, de fait, on ne travaille pas de la même façon parce qu'on ne va pas travailler, par exemple, sur les fiches produits. C'est la responsabilité du vendeur d'avoir sa fiche produit, alors que ce n'est pas du tout la responsabilité d'un fournisseur. Donc, de fait, on ne va pas travailler de la même façon avec un fournisseur et un vendeur parce qu'on ne lui demande pas la même chose. Donc, il y a tout un travail d'animation qui est beaucoup plus important, en tout cas, d'un côté, côté marketplace avec des vendeurs, là où côté fournisseur, on est plus sur de la négociation. Et une fois que c'est négocié, bon, on passe à la suite, quoi. Et pour compléter ce que tu dis, Nicolas, les fournisseurs, ce sont des grands groupes extrêmement structurés. Ils ont leurs échéances marketing, ils ont leurs échéances trimestrielles de vente. Les vendeurs, même si beaucoup se professionnalisent et qu'on voit notamment en Chine des conglomérats de centaines de vendeurs qui se rassemblent et qui font parfois des milliards de GMV, c'est vrai, des vendeurs chinois en conglomérat font plusieurs milliards de GMV, on se rend compte que beaucoup de vendeurs sont encore des entrepreneurs. Donc en fait, ils sont moins professionnels que les fournisseurs. Donc il faut les accompagner, les aider sur des questions de logistique qui sont totalement pour eux, des questions qui sont hors de leur scope et de leurs compétences, sur des questions de marketing, sur des questions de retour produit, sur des questions de questions clients, etc. Les vendeurs nécessitent beaucoup plus d'accompagnement selon nous parce qu'ils sont moins professionnels et plus entrepreneurs, pour beaucoup encore, que des fournisseurs. Dernière question, comment est-ce que vous différenciez de Miracle? C'est une question classique. Nicolas, donc la question est, comment est-ce que vous différenciez comment on se différencie de Miracle? Alors, on pourrait même dire de Miracle et d'autres concurrents, Iceberg notamment. Vas-y, Nicolas, je compléterai. Une question classique, on nous pose souvent. Classique, il y a plusieurs points de réponse. Le premier point de réponse, c'est que dans notre ADN, en fait, on n'a pas le même ADN. On est historiquement un opérateur de marketplace et donc on n'est pas arrivé sur le marché avec le prisme technologique. On a cette techno qui est, comme encore une fois, nécessaire mais pas suffisante. On sait apporter cette technologie-là, mais la façon, en tout cas les principaux différenciants, c'est la façon dont on aborde et la conception même de la marketplace qui est les vendeurs. Pour nous, l'un des gros piliers que l'on propose, au-delà de la technologie, il y a les vendeurs qui sont vraiment avoir un catalogue de vendeurs qu'on est prêt à proposer auprès des opérateurs de marketplace qui nous différencient de ce que peuvent faire nos concurrents avec plutôt des annuaires de vendeurs. Là, on a vraiment un pool de vendeurs qui est prêt à être onboardé sur la marketplace du client, qui est assez différent. Le troisième point qui est assez différent, c'est peut-être sur tout ce qu'on fait à côté de la technologie et des vendeurs, avec notamment la logistique et tous nos actifs logistiques qu'on peut proposer assez facilement à nos opérateurs. Et enfin, ce dernier point, c'est le côté plus savoir-faire en fait, qu'on va proposer. Comme on disait tout à l'heure, c'est des transformations, c'est pas le même savoir-faire, c'est pas le même métier d'opérer une marketplace que d'opérer un site de e-commerce. Donc, nous, notre différenciant, c'est ce côté d'aborder, en un mot, la marketplace sous un angle business au lieu d'un angle technologique. On a le sentiment de commercialiser
et de proposer une aventure qui est plus business qu'une aventure qui est tech. Et encore une fois, souvent ce qu'on dit, c'est avec nous, vous partez lancé, quoi. Vous gagnez 2 à 3 ans dans votre sourcing de vendeurs, ce qui est clé. Et bien, écoutez, un grand merci à vous, en tout cas. Merci pour vos questions. On espère que ce webinaire a pu vous aider à mieux comprendre comment fonctionne une marketplace, déjà. Je pense que certains le savaient déjà, mais intéressant quand même de pouvoir repartir de base commune, de comprendre les défis et les enjeux de la marketplace pour nos clients communs. Et on espère qu'on a pu, avec Nicolas, vous présenter les sujets de travail communs qu'on identifie entre la communauté de Malte et l'équipe Octopia. Et on sera ravis de pouvoir vous rencontrer physiquement, de travailler ensemble sur des prochains projets. En tout cas, vous avez notre contact. N'hésitez pas à nous solliciter, nous, les équipes partenariats. Un grand merci et très bonne journée. Vraiment, n'hésitez pas. Merci.